La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'en demande pas trop à la justice? Est-ce à elle de répondre à la détresse de ces familles? Nous allons écouter une nouvelle fois la criminologue Catherine Rossi. Pour elle, il y a dès le départ un malentendu. Nous l'écoutons. Quand les parents de la victime se présentent au tribunal, ils repartent avec deux choses, accusé, coupable et un chèque. Déjà, pour la moitié des parents, le coût du chèque est extrêmement difficile à prendre parce que ça ne leur rend pas leur enfant. Il y a comme une espèce de malaise qui vient avec ça. En même temps, ils en ont besoin de cet argent-là. C'est-à-dire que le système de justice n'est pas assez puissant, n'est pas assez fort pour montrer l'horreur de ce qui vient avec un meurtre. Tout ce que la famille va vivre et qui va se perpétuer pendant des générations. Peu importe ce qu'on va faire, on est condamné à une immense maladresse de ce que j'essaie de vous démontrer comme étant une dette d'honneur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un système qui vient travailler pour rétablir l'intégrité de ces gens, pour mettre de l'avant le fait que ce sont des victimes, on est encore complètement maladroit à les prendre en charge. C'est que si vous ne déclarez pas la personne coupable, ces gens-là sont effondrés comme s'il n'y avait pas de reconnaissance de leur victimisation. Mais si vous condamnez l'accusé à la plus grosse peine que vous pouvez imaginer, ces gens-là ont des demandes de justice qui sont infinies. La justice, les gens, c'est pas son boulot. La justice, elle est faite pour déclarer un crime comme un événement criminel, puis à le prendre en charge de manière plus ou moins assurantielle par effectivement de l'argent. Tout le reste, ça doit être de la justice sociale. En attendant cette justice sociale, les proches des victimes retrouvent une certaine solidarité, une certaine sororité aussi, au sein d'associations de soutien aux familles de victimes d'homicides. Elles peuvent parler librement parce qu'elles se retrouvent entre elles. Le 15 juin dernier, une association, l'association Aléane, avait organisé une marche au Vieux-Port, à Marseille, pour réclamer un meilleur accompagnement. Ce soir, nous accueillons Karima Mézienne, avocate, qui anime le collectif famille de cette association. Bonjour Karima. Bonjour. Pourquoi il y a d'abord eu une nécessité pour construire ce collectif au sein de l'association Aléane? Ce collectif s'est fait par lui-même en fait. Des mères se sont rassemblées, et des mères, des familles, et elles ont senti le besoin qu'il fallait qu'elles luttent ensemble. Elles se sont rapprochées tout simplement dans leur douleur, et à force de discuter, elles se sont rendues compte que si elles ne s'unissaient pas ensemble, elles ne parviendraient pas à faire avancer les choses et à faire en sorte que finalement on prenne en compte leur douleur et qu'on les reconnaisse comme véritablement ayant un vrai statut de victime. Et aujourd'hui, c'est leur principale revendication. On a écouté la criminologue qui parlait de justice sociale. Est-ce qu'au sein de l'association, les membres de l'association ont tous un accès à la justice qui est égal, équitable peut-être plutôt? Alors déjà se pose forcément le problème financier, puisqu'effectivement, si vous allez avoir les moyens, vous pourrez vous payer un avocat. Et si vous ne les avez pas, vous pourrez prétendre à l'aide juridictionnelle. Mais malheureusement, vous n'aurez pas le même enthousiasme peut-être pour un avocat à l'aide juridictionnelle de se charger d'une famille de victimes, parce que c'est une triste réalité, mais il faut savoir que les avocats à l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'instruction, sont très faiblement rémunérés. Une instruction, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça dépend les dossiers. Et les avocats sont payés à l'UV. Cet UV, il est, je crois, à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, de 33 €. Et pour une instruction criminelle, nous avons 8 UV. Donc vous faites 33 fois 8 et vous obtenez le montant que percevra l'avocat pour assister une partie civile dans le cadre d'une instruction qui peut durer jusqu'à 10 années. Ces familles, elles ont vraiment besoin de temps et d'écoute. Elles ont besoin d'implication dans le dossier d'instruction. Et donc souvent, elles font appel à des avocats privés et se ruinent en honoraires. Certaines avec qui on avait évoqué ça dimanche dernier, puisque nous avions fait une réunion, il y a eu un procès d'assises derrière et elle était à 35 000 € d'honoraires. Donc c'est vous dire, quoi, c'est un endettement à vie pour ces familles-là aussi, parce que cette quête de justice a un coût financier mirobolant. Vous avez commencé l'entretien en rappelant que la priorité de l'association,
c'était d'amener un statut de victime aux proches des personnes assassinées. Qu'est-ce que c'est qu'un statut de victime? La plupart de ces familles, elles ont été pointées du doigt, systématiquement, comme étant les responsables de ce qui leur arrivait. Et lorsqu'elles vous ont dit, elles vous ont expliqué, hein, lorsqu'on écoute les réseaux sociaux, oui, ça devait être encore un mauvais parent qui se cache derrière la mort de cet enfant. De toute façon, s'il est à 21h assassiné, c'est qu'il n'avait rien à faire dehors. Notre propre président de la République qui dit ça. Donc vous comprenez bien qu'elles ont été pointées du doigt, ces familles, et qu'elles ont besoin de réhabilitation, elles ont besoin de s'entendre dire non, je ne suis pas le responsable de ce qui est arrivé à mon enfant, je l'ai protégé, j'ai tout fait pour. Et c'est malheureusement notre société qui est problématique et non pas nous en tant que parents. Ces familles vivent dans des quartiers défavorisées au plus haut point. Elles ont une précarité considérable. Souvent, les enfants n'ont pas l'égalité sociale qu'ils méritent, parce que quoi qu'on en dise, il y a aussi un problème d'éducation et d'accès à l'éducation. Lorsque vous êtes dans des quartiers très défavorisés, ça reste compliqué d'avoir une scolarité normale, parce que vos conditions de vie sont déjà dégradées. Au quotidien, je suis rentrée dans des quartiers de Marseille où je n'imaginais pas cette horreur-là, je n'imaginais pas cette précarité-là. Je suis rentrée dans des quartiers avec des checkpoints, je suis rentrée dans des quartiers où je me suis crue dans des favelas. Objectivement, je ne pensais pas que ça existait en France. J'avais une naïveté avant de rejoindre le collectif, je ne pensais pas que ces quartiers-là existaient. Les rats, l'insalubrité, la précarité, le mal logement. Quel avenir pour ces jeunes qui vivent là-dedans? Mais pour revenir sur le statut de victime, comment vous l'envisagez, ce statut de victime? Nous, ce statut de victime, c'est véritablement, on travaille et on veut mettre en place un vrai projet de loi, un projet de loi qui donnera vraiment aux familles de victimes cette reconnaissance-là. L'objectif premier affiché, c'est que déjà, on puisse permettre aux familles d'avoir un vrai accès au dossier. J'ai parlé de Dominique Laurence, la procureure de la République, qui expliquait que d'aller plus loin dans la transparence, c'était difficile. Mais c'est ce qu'on vient tout le temps nous dire. En fait, on nous oppose le secret de l'instruction en nous disant vous pouvez être une menace pour le secret de l'enquête et on ne peut pas vous dévoiler des informations parce que ça compromettait la sécurité des agents de police, comme peut-être l'efficience de l'enquête. Je crois juste qu'en fait, on ne nous fait pas confiance. Et donc, forcément, les familles, elles sont les dernières informées de ce qui se passe, de l'évolution du dossier, alors qu'elles sont les premières concernées. Il faut bien que vous compreniez que lorsqu'un assassinat arrive, vous êtes angoissé, vous êtes en colère, mais surtout, vous avez un besoin de vérité, vous attendez, vous avez cet espoir perpétuel et continuel. Les familles de victimes, elles attendent qu'une chose, c'est qu'on leur dise ça y est, on a arrêté les assassins de votre proche, voilà ce qui s'est passé. Elles veulent une réponse, elles ont un besoin de comprendre. C'est vital pour faire leur deuil. La justice avance à un rythme très lent. Et elles sont dans l'attente. Et bien sûr, ce temps qui passe, elles ont le sentiment que rien ne se passe pour elles et qu'on ne s'occupe pas du dossier, hein, tout simplement. Il faudrait prévoir dans la loi une obligation qui fait que le magistrat instructeur prenne un des représentants des familles et au moins le reçoive une fois ou au moins 2 fois dans l'année pour le tenir informé de l'avancée de l'enquête. Il y a des familles, pendant 7 ans, elles n'ont pas vu un magistrat instructeur. Je voulais aussi qu'on évoque un dernier thème, c'était celui du relogement. C'est une vraie problématique que la question du logement. Il faut savoir quand même que vous avez des familles qui résident dans le même immeuble que l'assassin présumé de leurs proches. Il y en a d'autres qui passent tous les jours en bas de l'immeuble où ça s'est passé. Et donc ces familles, c'est dramatique, elles ne supportent plus ça. On a fait des demandes de relogement et la plupart ne les ont pas obtenues, tout simplement. Il n'y a pas de logement, ou sinon on leur propose d'habiter dans un quartier encore plus dégradé. On a tenté de sensibiliser la préfecture autour de cette question-là et la réponse est qu'on aimerait bien, mais il n'y a pas de logement de disponible. La résultante de tout cela, c'est que ces familles, elles n'obtiennent pas de logement et de relogement rapide et prioritaire. C'est-à-dire aussi mettre en priorité, par exemple, que dans les demandes de logements sociaux, les proches de victimes soient peut-être prioritaires par rapport à d'autres dossiers. Vous l'avez dit vous-même, il y a à peu près une trentaine
d'assassinats de ce type-là sur Marseille par an. Sur les trentaines, pas 30 familles demandent à se reloger, mais peut-être une quinzaine de ces familles-là. J'ai du mal à croire qu'on ne puisse pas accorder la priorité à une quinzaine de familles par an en se disant, ben voilà, vous, ces familles-là, on va immédiatement vous reloger. Il y a des familles, moi, on attend toujours. Elles ont tapé aux portes des bailleurs sociaux, elles ont tapé aux portes des institutionnels, et on leur dit toujours qu'on va essayer de faire le nécessaire, mais qu'il n'y a pas de logement, qu'il faut attendre, et ils ne sont pas prioritaires. Moi, j'aimerais le prévoir dans la loi. Je voulais aussi revenir sur un dernier point. Vous ne parlez pas de n'importe où. Il y a aussi votre frère qui a été victime d'un homicide. Tout à fait. Ce n'était pas dans le cadre de trafic de drogue. Est-ce que vous avez aussi traversé ce qu'ont vécu Nora, Attika et Laetitia? Ah, mais complètement. Moi, mon frère, il a été assassiné le 4 avril 2016. Et je viens tout juste de rencontrer un magistrat instructeur. Donc vous faites le compte. Voilà, j'ai pas vu de magistrat, on m'a demandé de patienter, je l'ai fait. Et pourtant, j'étais présente dès le début. Dès le début, j'ai été présente. Je me suis mise en danger. Je me suis mise en danger pour rassembler des éléments de preuve. Mon logement a été surveillé. On est laissé à l'abandon. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les assassins de mon frère connaissent tout de moi. Ils savent où j'habite, ils peuvent retrouver mon adresse, ils savent mon lieu de travail. Mais moi, je ne sais rien d'eux, je ne sais pas où ils habitent, je ne sais rien. Et on n'a pas la possibilité de nous protéger. J'ai été élevée avec le respect de la loi, le goût de la justice. Moi, je crois en l'état de droit. Et j'ai du mal, aujourd'hui, à concevoir qu'on en arrive à des situations aussi chaotiques. Et malheureusement, ce que je sais, c'est que les officiers de police me l'ont dit clairement, il manque de moyens. Il manque de moyens, c'est une triste réalité. Aujourd'hui, ils me disent qu'il leur faudrait 2 fois plus d'effectifs, 2 fois plus de locaux pour essayer d'aboutir à l'élucidation de ces affaires-là, parce que c'est des dossiers qui sont complexes, tout simplement parce que lorsqu'il n'y a pas d'ADN, lorsqu'il n'y a pas de géolocalisation ou autre de preuves matérielles, de preuves concrètes, directes, il faut qu'ils travaillent sur ce qu'on appelle le faisceau d'indices concordants. Donc ça implique de construire un dossier pièce par pièce, point par point, d'assembler les éléments et de dire voilà. Et malheureusement, ça demande du temps et du travail, et c'est du temps qu'on leur permet pas de consacrer. Merci Karima. Je vous en prie. Reconnaître comme victimes les proches des personnes assassinées est aussi une question politique. Comme le note Catherine Rossi, le gouvernement français mène bien des campagnes pour rappeler les inégalités hommes-femmes. Pourquoi ne peut-on pas s'imaginer les mêmes choses pour ces familles? Chacune et chacun a une responsabilité. La reconnaissance ne peut être que collective pour faire cesser la stigmatisation.